Danielle Simonet, bonjour. Merci d'être notre invitée. Vous êtes candidate du Front de gauche au municipal dans la capitale. Vous êtes soutenue par Jean-Luc Mélenchon et vous promettez, c'est ce que vous avez dit dans le JDD hier, d'être la surprise de ce scrutin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on veut nous faire croire que cette élection est déjà tranchée autour de Madame Hidalgo et Madame Kosciusko-Morizet. Donc on nous fait déjà le deuxième tour avant le premier, alors que je pense, oui, que le Front de gauche va faire un score considérable et qu'il sera la surprise de ce scrutin. Nous sommes dans le trio de tête. Et je pense que notre score sera la surprise. Vous dites ça pour vous rassurer ou parce que quand on regarde les derniers sondages, c'est vrai que vous êtes quand même assez loin derrière à la fois Anne Hidalgo et derrière Nathalie Kosciusko-Morizet. Pas en situation en tout cas de jouer les arbitres. Oh si, parce que si vous regardez un peu mieux les sondages, on est la seule force qui progresse et nous sommes de fait la troisième force à gauche pour l'instant, sans laquelle on ne peut pas battre par exemple Madame Nathalie Kosciusko-Morizet dans le 14e. Donc on est bien une clé du scrutin. Nous sommes à un mois du scrutin, quasiment jour pour jour. Est-ce que vous, quand vous faites campagne, vous croisez des Parisiens, des Parisiennes qui sont déjà justement dans cette élection, dans ce scrutin? Ou est-ce que tout reste à faire dans les semaines qui viennent? Il y a d'abord une énorme inconnue qui va être le taux de l'abstention. Je pense que l'abstention va être considérable à ces élections municipales parce qu'on a vraiment le sentiment qu'il y a un désespoir qui est très important et beaucoup de personnes qui ont participé à l'échec de Nicolas Sarkozy ne se retrouvent pas dans la politique que mène ce gouvernement et sont dans une situation vraiment soit de désespérance, soit de colère vis-à-vis de cette gauche qui ne fait pas une politique pour eux. C'est eux que vous allez aller chercher. Exactement. Donc ça veut dire ça veut dire qu'en gros vous allez aller chasser les déçus de François Hollande. C'est votre meilleur allié dans cette campagne pour les municipales? Notre travail, il est d'abord bien sûr de remobiliser ceux qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle. Donc sur le Paris, c'est considérable, c'est 110 000 électeurs, donc c'est important. Et puis en même temps, beaucoup d'hommes et de femmes qui avaient voté François Hollande au premier tour, pensant faire le vote utile, et qui ont le sentiment d'être trahis, car ils n'ont pas participé à l'échec de Sarkozy pour que les mêmes politiques se poursuivent. Donc on essaie d'incarner une opposition de gauche qui permette aussi dans ces élections municipales de replacer le sujet là où il doit être. L'enjeu de ces élections municipales, c'est comment on résiste aux politiques d'austérité et est-ce qu'on est en capacité de s'attaquer à la spéculation immobilière pour que Paris ne devienne pas une ville réservée aux riches? C'est le programme de rupture qu'on souhaite porter. C'est le programme de rupture, mais c'est pas si loin du programme de Anne Hidalgo. Je prends l'exemple des logements sociaux. Elle propose 30% d'objectifs de logements sociaux d'ici à 2030, c'est son objectif. Oui. Elle veut mettre de la mixité sociale, y compris dans des quartiers comme le 16e arrondissement. Mais vous avez vu, au cœur de l'avenue Foch, on les laisse, c'est pas au cœur de l'avenue Foch, on les laisse aux portes de Paris, là où c'est le plus pollué. Alors, quelle est la différence d'approche sur le logement social par rapport à la candidate socialiste? La grande différence, elle est à deux niveaux. Premièrement, nous, on pense qu'il faut s'attaquer à la spéculation immobilière. C'est quand même inouï qu'on a des socialistes à tous les étages des prises de position, des prises de décision, et qui ne sont toujours pas en capacité de s'attaquer à la spéculation immobilière. Et comment on fait pour s'attaquer? La loi Duflot, hélas, passe à côté de l'encadrement à la baisse des loyers, puisque c'est une loi qui va, ma foi, continuer à avoir une logique spéculative, une logique inflationniste sur l'augmentation des loyers. Et deuxièmement, comme il refuse de s'opposer aux baisses des dotations de l'État, le financement du logement social, c'est toujours dans une logique d'autofinancement. Donc lorsque vous avez en deux mandatures financé 70 000 logements sociaux, vous avez en même temps participé de la spéculation immobilière, c'est-à-dire vous avez préempté... Je vous repose ma question, comment est-ce qu'on fait pour lutter contre la spéculation immobilière dans une ville comme Paris? Alors, dans une ville comme Paris, on encadre, on exige que la loi encadre à la baisse les loyers. Ensuite, on a une politique de municipalisation du sol, c'est-à-dire qu'on préempte pour développer du logement social et empêcher donc la courbe spéculative. Et en même temps, on exige qu'il y ait une taxation des logements vides, des logements vacants qui participent de cette spéculation, et on applique la loi de réquisition sur les 100 000 logements vides. Là, il y a peut-être des propriétaires parisiens qui vous écoutent et qui ont peur, là, pour le coup. Comment est-ce qu'on fait pour... Donc vous exigez la baisse des loyers, l'expropriation, etc. Tout à fait. Il faut qu'on revienne à un loyer qui corresponde à la valeur d'usage du logement. Franchement, quand vous vous rendez compte que l'an dernier, l'augmentation des loyers s'est faite à plus de 12%, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on accepte qu'il y ait ce surprofit au niveau de la spéculation immobilière? Il faut absolument cadrer ça à la baisse. Ça n'est pas normal le logement ne doit pas être un placement spéculatif à plus 12%. Il faut que le droit
de se loger deviennent supérieurs au droit de spéculer sur sa propriété. Alors, dans votre programme, il y a quelque chose qui fait bondir l'ensemble des autres candidats, c'est que vous voulez embaucher des fonctionnaires à Paris. Au moment où tout le monde fait des économies, où tout le monde dit il faut couper dans les budgets, vous embauchez. Combien? Alors, vous avez remarqué, parce que, oui, nous, on demande 4000 fonctionnaires supplémentaires. Vous savez combien on a déjà à la mairie de Paris? Oui, plus de 50 000. Mais vous savez qu'en ce moment, Madame Hidalgo, par exemple, et Madame Kosciusko-Morizet, toutes les deux veulent ouvrir les bibliothèques le week-end et la nuit. Avec quoi elles vont les ouvrir? Avec des caméras de vidéosurveillance? Il faut de l'humain d'abord. Aujourd'hui, on a des crèches, on a des maisons de retraite, on a des structures d'accueil de personnes en situation de handicap qui sont en sous-effectif. Parce que quand on a créé de nouvelles structures, on a fait du redéploiement de postes. Résultat, ces sous-effectifs créent une situation potentielle de maltraitance institutionnelle. C'est-à-dire non seulement on a une dégradation des conditions de travail des agents, mais en plus on a une dégradation de la qualité du service public. Donc nous voulons développer le service public avec des effectifs qui soient déprécarisés et bien formés. Vous savez que quand on parle de création de postes de fonctionnaires, on en arrive à parler d'impôts. Vous augmentez les impôts? Alors, tout le monde, sur les impôts, vous savez que nous avons fait une marche pour la révolution fiscale le 1er décembre dernier, qui était donc très réussie, très nombreuse, car la question centrale de l'impôt, c'est qui le paye et pourquoi faire. Aujourd'hui, les impôts locaux ne sont toujours pas calculés sur l'ensemble des revenus, du travail et du patrimoine. Et en plus, ils sont adossés à des valeurs locatives qui n'ont pas été réévaluées depuis les années 70. Deuxième chose, la loi quand même permet d'augmenter la taxation des droits d'immutation, de la spéculation immobilière, et hélas, M. Delanoë n'a pas voulu augmenter ces droits de mutation. Et dernière chose, vous avez la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Nous estimons qu'elle doit être augmentée, mais qu'elle doit être augmentée de manière différenciée pour préserver les TPE, les petits commerces et les artisans, et par contre être plus importante sur les grosses structures. Ma question elle était toute simple, c'est une réponse très compliquée. Il faut augmenter les impôts. Alors je vous réponds de manière simple. Ce serait pas grave d'assumer ça en campagne? Voilà, de manière simple, la question elle est surtout il faut changer les impôts. Les impôts locaux sont injustes. Donc en l'état actuel de l'injustice des impôts, le débat ne peut pas se limiter à cela. Il faut changer les impôts pour qu'ils soient justes socialement. Un sujet qui permette la redistribution. Pardonnez-moi de vous couper. Un sujet qui a été très polémique. La question des Roms. Vous dites, vous assumez, il faut leur permettre d'accéder aux dispositifs de droit commun, école, collège, santé, logement. Par exemple, ça veut dire logements sociaux. Bien sûr. Vous avez en France, la population rom représente 0,01% de la population. Donc c'est-à-dire, ça n'est pas un problème. Donc la France a tout à fait les moyens, si tant est qu'elle se prend en charge de garantir l'accès aux droits. Si on ne garantit pas l'accès aux droits de ces populations, alors il ne faut pas s'étonner que ces populations soient condamnées à être dans les mains des filières mafieuses. Par contre, ça fait depuis au moins 2 ans que j'exige du Conseil de Paris, du Conseil régional et du gouvernement qu'il y ait une table ronde organisée, une table ronde régionale pour permettre aux Roms d'accéder aux droits communs. Vous savez, il y a une petite Mélissa de 8 ans qui est morte dans un incendie d'un campement de Roms à 2 pas de Paris. On ne peut pas à la fois, la main sur le cœur, regretter la mort de cette demoiselle de 8 ans, à l'âge de 8 ans. Vous vous rendez compte, mourir dans un incendie d'un bidonville de Rome et en même temps ne pas prendre les mesures pour permettre le droit commun de ces familles-là. Une dernière question. D'abord et avant tout. Je passe des Roms à la politique politicienne, pardonnez-moi. Est-ce qu'il y aura un accord entre les 2 tours? C'est comme ça que ça se joue en général avec Anne Hidalgo ou pas? Ou est-ce que vous dites d'ores et déjà c'est exclu très vite? Alors très vite, nous souhaitons contribuer à battre la droite, mais nous souhaitons que l'expression de la souveraineté populaire du premier tour ait ses représentants à la proportionnelle au Conseil de Paris et nous voulons garder notre autonomie de prise de décision et de ne pas participer aux exécutifs. On défendra au Conseil de Paris ce qu'on a défendu dans la campagne. Merci beaucoup Danielle Simonet d'avoir été notre invitée. Vous comptez les jours, plus que presque un mois avant la présidentielle. On se retrouve dans quelques minutes pour C'est dans l'air. L'Ukraine, après la révolution, la transition politique, qui va donc se retrouver en première ligne au chevet d'un pays divisé et à genoux financièrement. Jusqu'où doit aller l'Europe? On en parle tout de suite.